1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft, traversée le jour, à 100 ans de distance. Est-ce que ça nous fait du bien ou ça nous protège par rapport au présent? Est-ce que ça démultiplie les retours, les diffractions sur le présent? Est-ce que ça nous agrandit d'un petit peu de complexité sur à quoi ça sert la littérature et qu'est-ce qu'elle fait la littérature dans ce bazar du monde? Eh ben, s'il y avait une réponse, probablement on le saurait, mais justement, la seule façon d'être dans la question et de la garder active, y compris dans la résistance, sans parler d'y croire ou pas, c'est d'être dedans, c'est d'ouvrir. Donc on est dans ces petits carnets que Howard Phillips Lovecraft s'achetait rituellement chaque année. Celui de 1925 est exactement de ce format-là, même s'il est d'une autre marque, c'est aussi des petits agendas publicitaires. Il était plutôt de cette marque-ci, mais vous voyez, c'est un 1928. C'est évidemment avec les renseignements personnels, les populations des villes, des cartes éventuellement, même si celui de Lovecraft 1925, lui, ne comporte pas de micro-atlas, ce qui est dommage parce que c'est aussi tout un discours là, sur l'état du monde et ses fissures et transformations. Et puis ces petites cases, là, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'on les explore rituellement chaque jour. Eh bien, on y va tout de suite. Ordi. De février, on est passé à mars. Mars, on a ouvert hier la première page, donc par le dimanche. On est aujourd'hui lundi 2, toujours cette journée de décalage puisque nous, le 2, c'est dimanche. On a 4 lignes. Bien, qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 lignes? C'est chaque fois une surprise. Bien, justement, ça fait partie déjà de cet arbitraire. Apprendre l'arbitraire et qu'est-ce qui va exsuder de ça du point de vue de l'imaginaire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va encore être servi. Rituellement, up late, je me lève tard. Quoi faire? Read, je lis. Je lis quoi? Il ne nous le dit pas. SH, return. SH, donc c'est Sonia, sa compagne. Elle est revenue depuis maintenant une dizaine de jours. Ils cohabitent comme ils peuvent dans la petite chambre là, du 169 Clinton Street. Mais Sonia, donc, qui a été brutalement licenciée de l'emploi qu'elle avait dans l'Ohio, là, un emploi du temps, là, a retrouvé un engagement provisoire dans une entreprise de nouveautés. Les chapeaux à la mode, c'est sa partie. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend, sans bouger, sans sortir, qu'elle revienne. Évidemment, même Kirk, là, le copain Kirk à l'étage au-dessus, il n'ose plus trop mettre les pieds. Il appelle out for dinner. Alors là, évidemment, ce sera un peu plus compliqué parce que est-ce qu'ils s'en vont tous les trois en passant à la cafétéria Tiffany? Mais apparemment, les Lovecraft, eux, vont s'occuper de choses très quotidiennes. Probablement c'est ça. Je pense que Kirk appelle. Et ça y est, Sonia est rentrée, ouais, on passe à la cafétéria. Et puis, eux, ils vont s'occuper des colors, de la laundry et des choses. Les faux cols, la laverie et les chaussures. Alors moi qui connais bien ce journal, par exemple, les chaussures, on va attendre. Pourquoi? Parce que tout bientôt, là, Kirk, pour sa boutique et son commerce de livres d'occasion, va partir en tournée, y compris à Providence, où il aurait dû voir la vieille tante. Le rendez-vous va manquer, peu importe, mais on va suivre son périple vers Boston, Albany. Mais il aura acheté pour son voyage commercial des nouvelles chaussures. Il va passer tout le voyage à avoir mal, ça le sert. Et puis Lovecraft, non mais il faut attendre que ça s'assouplisse. Et puis lui-même, il a des chaussures à assouplir. Donc on va garder le chapitre chaussures pour quand ce sera avec George Kirk. Chapitre faux col, c'est tout simple. C'est-à-dire
Est-ce que tu laves les chemises tous les jours? Ben non, tu fais durer parce que c'est compliqué. C'est tout ce service de laundry et tout ça. Donc là, où il y a de la sueur, eh bien, on a le faux col, un faux col souple à l'entrée du carnet. Il nous précise même la taille. Je peux aller vérifier ça avec vous ensemble. Et comme Lovecraft là, a pris pas mal de poids depuis son mariage et puis les petites pâtisseries, en ce moment, il va commencer à faire des efforts pour... Donc la taille des faux cols va changer. Et quand il fait des voyages, en tout cas quand il fait des voyages plus tard, en 1928, dans le Vermont, ensuite quand il ira en Floride chez les Barlow, là, les voyages sont très documentés. Et donc, il nous raconte que quand il est à l'hôtel, qu'il a cette chance-là, parce que des fois, c'est pas toujours. Par exemple, comment Lovecraft fait pour voyager? Oh ouais, ceux qui disent l'ermite de Providence, le reclus de Providence. Eh bien, son astuce, c'est de prendre les bus. Les bus de nuit, tu prends le bus le soir, il te lâche à 6 heures du matin, là, à Savannah, ou à Saint-Augustine, ou à Palatka, que j'aime tellement. Et ben, simplement, là, il y a le soleil qui arrive, donc tu peux très bien te poser sur un banc public et travailler. Tu passes la journée dans la ville, et le soir, ben, tu reprends le bus pour l'étape suivante. Et comme ça, tu n'as pas d'hôtel à payer. Mais quand tu réussis à trouver des tarifs acceptables, c'est-à-dire prendre un hôtel pour à peine là, quelques... $1,50, $2, $3, bah ouais, c'est quand on réduit les exigences, on peut arriver à dormir. Encore, à l'époque, eh bien... On prend son faux col, on le lave avec du savon, l'hôtel fournit une serviette, on l'essore bien dans la serviette et dans chaque hôtel il y a une Bible. Eh bien tu prends la Bible de l'hôtel, à quoi ça sert les Bibles de l'hôtel? Eh bien il y a de l'amidon dans le faux col. Alors tu le mets directement dans la Bible ou sous la Bible. Et ça sert de repassage et le lendemain tu repars avec ton faux col propre. Voilà pour l'article faux col. Vous voyez que c'est pas quelque chose à prendre non plus à la légère, c'est fait partie là vraiment pour eux de qu'est-ce que pourrait être l'équivalent pour nous. Bon, je sais pas, c'est pas ça suffit pour le Return for Dessert, donc ça veut dire qu'ils pourraient peut-être effectivement dîner au passage à la Tiffany avec Kirk, mais que quand on revient, Kirk a remonté, lui, les desserts, dishes, c'est-à-dire qu'on lavera ensuite les 3 petites assiettes là, des petits gâteaux qu'on s'est partagés, et ben Sonia, elle a travaillé aujourd'hui. Alors, là, dans ce petit arrangement là de studio, eh bien, vous voyez, c'est toujours interprété par ce qui manque. C'est un travail d'empreinte fossile, on dirait. Bah ouais, mais là, en gros, rodons l'outil sur ce qui est plausible, et puis quand on a des choses plus importantes, plus compliquées, on a peut-être plus d'appui, faute de certitude, pour explorer les choses plus complexes. Ben, simplement, il monte lire chez Kirk. Kirk, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, lui? Ben, lire, écrire. Alors, lequel se prend le canapé, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il va lire? Est-ce que c'est les livres de Kirk ou est-ce que simplement il monte les siens? On ne sait pas. Mais... alors, pourquoi on fait tout ce cercle? Ben, justement. Là, c'est une sorte d'autant plus qu'il y a la présence de Sonia. C'est une vie en balance, c'est-à-dire que tout ce qu'il organise là, pour ce rapport à l'étude, tout ça, les contraintes du mariage, quand c'était Parkside Avenue, avec le grand appartement, c'était simple. Mais là, maintenant, il n'y a plus d'emploi, plus de sous. Donc, la cohabitation, là, dans le petit studio, est différente. Toujours cette phrase là, de Lovecraft qu'on avait lu il y a 2-3 jours. Sonia respecte merveilleusement respecte la façon dont ce merveilleux studio est dédié à l'étude et à l'art. Quelque chose comme ça, c'était. Alors, le gars, il n'aura rien d'autre à nous dire dans le PDF, là. Bah... finalement si, parce qu'il y a la botte secrète. Et la botte secrète, c'est d'aller
lire le journal. Et vous pensez bien que si, justement, ils sont descendus pour dîner à Tiffany, à la cafétéria d'en bas, il y a toujours ces journaux roulés là sur ces grosses baguettes et que toujours on regarde le journal. Alors, avec nous aussi, on va le faire. Et pour ça, on ne va pas le lire avec les extraits là, que j'ai collectés, recopiés là, dans ma petite archive. Que signifie une compilation d'articles par rapport à la réalité profuse, complexe? C'est notre choix, mais justement le choix par rapport à cette passerelle qui constitue la littérature. Allons voir directement à la source. New York Times, lundi 2 mars 1925. On va se prendre les pages, une après l'autre, et la une, souvent déjà dans la une, il y a toujours de quoi il y a toujours un petit article ici, vous savez, avant, ils étaient plutôt en bas, mais maintenant, ils ont choisi ces petites fenêtres pour autre chose, mais c'est intéressant quand même. Vous voyez, par exemple, encore et encore un accident de locomotive. La chaudière explose, 2 morts qui sont... les 2 conducteurs, c'est-à-dire le conducteur et puis celui qui enfourne le chardon dans la chaudière. Vous avez vu ça chez Buster Keaton, vous avez vu ça chez Charlie Chaplin, et dans combien d'autres films. Bon, là, c'est eux qui meurent. Et youm là, la locomotive, non, le tender, on appelait ça, le boiler, c'est-à-dire là où il y a la chaudière et là où il y a la réserve là, de charbon, s'en vont voler dans le champ environnant. Et dans les petites fenêtres d'en haut, c'est une histoire anglaise, Londres. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi ils prennent ça? Parce que c'est encore une histoire qui touche à la religion. Et ce statut-là, vous savez, dans le déroulement du journal, une fois j'avais fait la recopie, la religion a sa fonction dans le journal comme les autres, comme le théâtre, comme le cinéma, comme le sport, comme la politique étrangère. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un pauvre vicaire anglais, ce pauvre vicaire qui souffrait, le martyr. Eh bien, il décide de prendre son pistolet et d'en finir. Il se tire sur le cœur, ouais, mais voilà, il rate à... il y a sa sœur qui arrive, parce que les curés, ça vit souvent avec leur sœur, parce que la sœur, elle s'occupe de l'économie domestique et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la sœur? Zut, tu t'es manqué. Elle prend le pistolet et lui tire dans la tête. Suicide réussi. Ouais, mais est-ce que c'est encore un suicide dans ce cas-là? Bon, voilà, petite fenêtre, puis vous lirez comment ça se termine. Mais si je prends la une, alors là, regardez, je vais tourner. Je tourne par exemple ici. Borglum, on retrouve notre Goston Borglum. Et c'est toujours ce monument pour les confédérés avec 4 cavaliers de 18 mètres de haut sur une grande falaise émergeant des forêts. Eh bien, là, on commence à comprendre qu'en fait, c'est surtout des histoires de gros sous, de 5 millions de dollars, ou je sais pas, enfin, en tout cas, 5 millions, $2 000. Je sais pas pourquoi cette affaire-là, enfin, en tout cas, c'est sur les questions de fric. Et non, et il n'a pas détruit la maquette, parce que le sculpteur, il réalise un monument, comme faisait Rodin aussi, vous savez, les bourgeois de Calais, tout ça. On réalise à échelle un 24e, un 12e, ou un demi, et puis ensuite, c'est cette maquette qui est reportée directement là, dans la falaise. Non, finalement, il ne l'a pas détruit, mais il va les garder bien cachés le temps qu'il touche son pognon. Tournons, je prends Bomb, Put in Car. Oui, ça fait 4 monosyllabes. Bomb, Put in Car, Kills, Dry, Agent. Donc, on a 4 et de 6 monosyllabes avant un mot en 2 syllabes. Et ça, toujours cette organicité de l'anglais avec cette compression là, par le monosyllabe. On est à Niagara Falls. Alors on est évidemment, je pense, sur le côté US de Niagara Falls. La ville, est-ce que c'est une ville? Côté canadien, donc il y a cette rue qui arrive là au-dessus des chutes, et évidemment les terrasses, les trucs d'observation, et puis de l'autre côté une espèce de rue là, qui est d'un kitsch pas possible avec... Bon, enfin, si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur mon site. Je crois pas que Lovecraft ait jamais fait le voyage aux chutes Niagara. Puis du côté américain, vous savez, les chutes font justement la frontière. C'est une petite ville beaucoup plus sage. En tout cas, le tourisme, lui, il est côté
canadien, mais là, c'est un fonctionnaire des douanes, et ce fonctionnaire des douanes qui s'appelle Harville Froster, et on apprend incidemment aussi qu'il est membre du Ku Klux Klan. Bon, ça ne doit pas intervenir avec son travail, mais en tant que fonctionnaire des douanes, en gros, c'est lui qui livre au procureur les dossiers. Eh bien, ce monsieur reprend sa voiture, ayant vu les chutes Niagara, ouvre la porte, met la clé de contact, et là, vous avez tous vu ça dans James Bond, ou je ne sais pas combien de films. Et ouais, destin cruel. Et puis, c'était pas une demi-explosion. Et je sais pas combien de choses démolies tout autour. Mais donc, toujours la prohibition qui a tué, évidemment, les bootleggers. Et on arrive à l'article central. Send photo by wire to free cities at once. On a fait l'expérience, pour la première fois, d'utiliser une photo et on va envoyer en fait 7 photos. Donc il y aura une photo archétype, on va en parler, et d'autres photos qui seront pour prouver qu'il n'y a pas de triche prise sur le moment même de l'expérience. C'est-à-dire qu'on envoie la première photo, on photographie là cet envoi, et les photos suivantes, on les développe. En moins d'une demi-heure, c'est dit, et à peine la première photo a-t-elle fini d'avoir été transmise, parce que c'est long, qu'on revient avec le tirage là, des gars qui sont en train de faire l'expérience, et que c'est ça qu'on envoie. Et on l'envoie en même temps à San Francisco, donc je crois même que c'est fait depuis les laboratoires Bell, et c'est une collaboration de la Bell et de la American Telegraph and Telephone Company. Eh bien, de Washington, les signaux sont envoyés à New York, à San Francisco et à Chicago. Et les photos peuvent paraître simultanément dans les 3 journaux. Grande première aventure, d'autant que ça passe uniquement par câble. On n'est pas encore à la transmission radio. Par câble, et donc ça fait dire que pour être dans les journaux, ces 3 photographies vont transiter en gros dans 8,000 miles, en gros 8000 kilomètres de câbles de cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on envoie? Alors ça, tenez, on va regarder, on va avancer dans le journal, mais ça, c'est l'article, là, celui-ci, c'est celui que j'ai traduit dans le PDF. Je reviens une seconde à ce PDF. Comment on peut démontrer que c'est une prouesse? Alors, voici le président Coolidge, et voici Madame Coolidge, son épouse. Chaque dimanche, le président Coolidge et son épouse assistent à une messe de la Presbyterian Church. En tout cas, ils vont toujours dans la même église. C'est là où ils ont leurs habitudes. Monsieur avec sa cravate, sa pochette. Madame avec ses bibis, clin d'œil à Sonia, et ses habits de dimanche. Et cette photo, en gros, quand on cherche dans les archives, il n'y a pas un dimanche où le président Coolidge va à la messe, à la sortie, on photographie Monsieur et Madame Coolidge qui sortent de la messe. Ce qui fait que cette photo, est-ce qu'elle a un intérêt? Tous les dimanches, la même photographie, avec les mêmes bonshommes et sa dame, descendant de la même église, vous en jugerez. Mais elle est totalement récurrente. Ce qui fait que cette photo là, que j'ai placée en début du PDF, elle vient des archives de la Library of Congress. Trouver d'autres totalement similaires, là, par exemple dans l'agence AMI. Et voilà ce qui est publié ce jour-là dans les 3 journaux. Donc là, on n'est plus en novembre, comme la photo que je vous ai montrée de la Library of Congress, mais c'était hier, c'est-à-dire on prouve que c'est l'expérience en direct. Et voici le président et son épouse, Madame Coolidge, quittant la First Congregational Church. Je m'avais dit presbytérial, moi ça m'est un peu égal. Et voici la deuxième image, Picture Sending Apparatus, l'appareil à envoyer des images par l'American Telephone and Telegraph Office de Washington, et où on voit tous les opérateurs en train de travailler, y compris avec ce truc de photographier les opérateurs transmettant la première photographie, cette photographie totalement archétype, et sans autre valeur que la symbolique. Dieu
est le président de l'Amérique. Et revenons 1925. Maintenant, je repars dans le journal, mais je crois que cette question-là, en dehors, c'est pas les questions de technicité, d'image, c'est notre question de la perception du monde, et y compris de la valeur symbolique de ce qu'on transmet. Toutes ces questions aussi de simultanéité dans le traitement de l'information, et toujours ce texte de Baudelaire à l'arrière-fond, le peintre de la vie moderne, sur ce chapitre éblouissant de Baudelaire à partir de Constantin Guise, si on prononce en français, Guy si on prononce en anglais, puisque lui était des deux nationalités, qui, dans la guerre de Crimée, en 1845, fait des croquis très rapides, là, des feux de camp, des exécutions, des bivouacs, des blessés, des attaques. Et par la chaîne militaire de commandement, ces croquis, faits très vite, mais beaucoup, parviennent à Londres en moins de 9 jours, en tout cas entre 9 jours et 11 jours, et sont repris dans la presse. Est-ce qu'il y a besoin de compléter d'un récit? Non. Et c'est ça, là, qui fait que Baudelaire va avoir cette réaction énorme sur cette question de la simultanéité quand il s'agit d'images qu'on transmet. Alors, le journal, on continue. Voici donc en page 3 ou page 3, là, l'article avec les deux images qui prouvent la validité de l'expérience. Figurez-vous que il y a la question du sport qui fait partie, là, la notion du corps, elle est essentielle là, pour notre lecture quand même d'une petite congrégation d'hommes, et comment eux, colors, avec leur faux col, c'est quoi leur conception de leur corps, ou le statut du corps dans les histoires qu'ils écrivent. Et pour moi, ce lien, comme ça, n'est-ce pas, Philippe Lyotard, si tu passes par là, qu'est-ce qu'il est important aussi, quand même à suivre, même si moi, c'est pas mon truc. Eh bien, les 6 jours sur piste, ben ouais, mais c'est au Madison Square Garden, grande salle historique maintenant pour le rock'n'roll, mais aussi où on a vu tous ces matchs de boxe, tous ces affrontements politiques. Bien, ça y est, c'est lancé et on va continuer de le suivre parce que c'est des biographies, c'est une symbolique et tout ça. Et dans cette page de sport, puisque tout d'un coup on jette un œil là à ces 6 jours sur piste qui viennent d'être lancés, apparaît ici un autre nom, Babe Ruth. Babe Ruth, c'est le roi du football, du baseball. J'ai jamais rien compris aux règles du baseball. Mais Babe Ruth, et en particulier en 1927, c'est la grande idole du baseball américain. C'est quelqu'un, et là encore, je pense qu'il reviendra dans l'histoire, mais c'est quelqu'un qui a juste 4 ans de plus que Lovecraft, mais qui mourra en 1948. Mais donc pour moi, c'est accumuler là, dans ce travail qu'on fait au jour le jour, des petits marqueurs, et ces marqueurs, on va les laisser s'organiser de façon à pouvoir les suivre et les retrouver à mesure des jours. Et Babe Ruth, comme on l'avait vu avec l'océanologue il y a 2 jours, le docteur B ou B, je sais pas, B2E, BE, c'est difficile à savoir pour moi à chaque fois comment il prononce. Eh bien, on devrait se faire un petit... vous devriez m'aider à faire un hop là, vous savez, un petit truc là où j'aurai les noms et puis les transcriptions phonétiques pour pas avoir l'air un peu moins bête des fois. Mais enfin, Babe, tout le monde le connaît. Et ces petits marqueurs là, pour moi, c'est ce qui fait compensation là au quotidien, au répétitif, pour trouver des ondes sismiques plus longues, plus profondes. Et là, on a encore de quoi fouiller, mais ça tombe bien, on est le 3e mois, on en a 12. Continuons. Évidemment, les pièces de théâtre au programme, les films au programme, les concerts. Et dans cette page-là, on est plus sur les questions de la science. Évidemment, il y a toujours les faits divers, Mack truck driver killed in an upset, et les mariages. Un jour, il faudra quand même qu'on se fasse un truc sur une anthologie des mariages tels que racontés dans la presse bourgeoise. Je ne sais pas si le mot coïncide, mais il y a les Richards qui se marient en bateau, il y a ceux qui en sont à leur 4e mariage, surtout dans les professions artistiques. Et là, une information uniquement archéologique, on commence
des fouilles à Utica, donc là, à la Pompéi africaine. Il y a un tout petit article ici qui, moi, quand même, c'est-à-dire tu laisses défiler et tu guettes tes propres réactions. Les propres réactions, c'est Woman Explorer, Silent, Free Months. Il s'agit de Delia G. Akeley. Tout de suite, ce qui te saute à la figure, j'ai beaucoup parlé ces jours-ci de ce texte, pour moi, peut-être le plus central, ou ceux que je préfère, en tout cas de H.P. Lovecraft, qui s'appelle Chuchotement dans la nuit. Qui est le personnage central? Il y a le narrateur et le personnage à qui il s'adresse. Il s'appelle comment? Akeley. C'est-à-dire que tout à coup, un des noms des récits les plus importants de Lovecraft, qui est plus tardif, en 1930, eh bien, il est là, écrit comme étant celui de cette exploratrice qui est partie en pleine brousse d'Afrique de l'Est, dans les pays, les endroits les plus durs, les moins connus, les moins cartographiés. Et il s'agit de Delia G. Akeley, et ça fait 3 mois qu'on n'a plus de nouvelles. Mais Akeley, c'est le nom de son mari. Et lui aussi, très connu parce qu'ils ont fait, en gros, près de 25 ans de travail commun, d'exploration commune, justement sur le terrain, là, en Afrique. Une fois, par exemple, Akeley, dans un accident ou de maladie, elle a dû le rapatrier dans un hôpital en plein Congo. C'était 3 jours de marche avec uniquement 2 porteurs. Mais ça y est, elle l'a sauvé, son mari. Une autre fois, c'était une maladie comme le virus Ebola. C'est-à-dire, vous mettez à saigner de tous les orifices. Les yeux, les oreilles, le nez, sans parler de quelques autres orifices. Et là encore, elle lui a sauvé la vie. Et Akeley, alors là, on ne parle plus que de lui, madame. De toute façon, elle, c'était l'intellectuelle. C'est celui qui, pour le musée d'histoire naturelle de New York, crée des dioramas qui sont historiques, des dioramas qui existent encore. C'est grand, un truc avec des animaux, mais qui sont représentés comme si c'était là, comme s'ils passaient sous votre nez, et on déambule là dans ces galeries d'animaux. On a ça nous aussi là dans la grande verrière là, du jardin des plantes, mais ça c'est Akeley qui installe le concept et qui les exécute avec ces explorations d'Afrique toutes récentes. Eh bien, simplement, M. Akeley vient de se marier avec son assistante, celle des dioramas, et maintenant c'est son assistante qui l'emmène en Afrique. Et Delia, qui vient d'obtenir en 1924 son divorce pour cette cause-là, eh bien, au revoir, M. Akeley. Il n'y aura personne pour te trimballer la prochaine fois que tu auras des problèmes. Mais elle y est repartie dans la brousse. Elle y repart seule. Et elle s'en va cartographier, par exemple, là, les pays pygmées. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas de nouvelles. Alors rassurez-vous, justement, c'est raison de plus aussi de suivre le dossier. Elle va mourir en 1970, elle aura 95 ans. Elle est plus âgée que Lovecraft. Elle a 10 ans, donc 15 ans de plus. Alors là, tout d'un coup, on découvre, c'est pas qu'on découvre simplement le fait divers qu'une exploratrice a disparu dans la jungle, et c'est pas Bob Moran. Non, mais c'est que cet imaginaire là de se perdre dans les terres inconnues, c'est celui de Jules Verne, mais c'est celui aussi de H.P. Lovecraft. Mais découvrir que derrière ce portrait féminin se révèle aussi toute une complexité avec ce monsieur Akeley, avec le musée. Et Lovecraft aime et connaît ce musée. Les dioramas, donc ces outils de représentation que le cinéma, c'est-à-dire à mesure que le cinéma va gagner en qualité immersive, en qualité de faire passer une illusion pour vrai, ces grandes installations fixes dans l'intérieur des musées n'auront peut-être plus le même intérêt. Or, elles convoquaient aussi une instance esthétique dans cette fabrique de sculptures, d'installations, de réalisations. Et toutes ces petites choses vont se mettre à résonner. Et puis pendant ce temps-là, il y a cette femme qui mourra à 95 ans, qui, après son divorce, se risque seule dans
une exploration encore plus risquée que les précédentes. Alors vous êtes d'accord qu'elle aussi, on l'ajoute à la petite liste de ce qu'on va avoir à suivre dans les jours prochains, peut-être même dès demain. J'ai pas lu le journal de demain, on peut pas lire le journal de demain. Qui sait de quoi le futur est fait de nos jours et dans nos temps. À demain.